Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux avec Célia Morand. Et si aujourd'hui on parlait produits de beauté à travers les âges, pas des produits sympathiques et qui restent à travers les siècles, mais ceux qui de nos jours nous choquent et qui ont pu être interdits à la consommation après des siècles d'utilisation. Après la lecture de plusieurs articles, je me suis rendu compte que l'histoire a pris soin de proposer, aux femmes particulièrement, des méthodes toutes plus horribles les unes que les autres pour garder leur beauté. Faisons donc un petit voyage dans le temps pour découvrir ou redécouvrir les traitements les plus abominables utilisés à travers les millénaires. Je tiens juste à vous rappeler, avant de commencer, que vous pouvez retrouver les photos des portraits de femmes mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute! Notre voyage à travers le temps commence en Égypte antique avec le khol. Ce fard de couleur sombre, généralement appliqué sur les paupières, les cils, les sourcils, dans les muqueuses, était utilisé contre les infections liées au vent ou à l'humidité, mais aussi pour limiter l'éclat direct du soleil dans les yeux. Cette utilisation est initialement faite par les prêtres d'Horus et de Ra, dieux liés au culte du soleil. Ce fard est ensuite repris par l'ensemble de la population. Jusque-là, pas de souci particulier, me direz-vous. Mais regardons d'un peu plus près sa composition. Le khol est à cette époque produit à base de sulfure de plomb ou d'antimoine, de soufre et de gras animal. Le sulfure de plomb pouvait alors entraîner quelques effets secondaires, des migraines, des vomissements et des douleurs abdominales. Mais que voulez-vous, pour les Égyptiens, être beau est signe de bonne santé et d'âme pure, ce ne sont pas quelques douleurs qui vont les arrêter. Pour le maquillage des yeux, les aristocrates pouvaient aussi utiliser un mélange fait à base d'œufs de fourmis écrasés pour obtenir un fard rouge ou jaune suivant les espèces utilisées. Autre tendance beauté chez les Égyptiens avec la coloration des cheveux. Dans la majeure partie des cas, on utilisait des mélanges naturels à base de henné fait à base de plantes, mélangés avec du sang de bœuf, des têtards brouillés ou de safran pour les reflets, mais on pouvait une fois encore retrouver de l'oxyde de plomb, toujours toxique, pour obtenir une coloration noire pour les cheveux. Rien de bien bon pour l'organisme. Dirigeons-nous à présent chez les Romains. Les philosophes et penseurs romains étaient contre le maquillage. Sénèque et Juvénal, par exemple, associent le maquillage à la tromperie et au déclin de la moralité romaine. Ovide, cependant, lui, approuve l'utilisation du maquillage. Il semblerait que seules les riches romaines et les prostituées utilisaient des cosmétiques. Bon, là encore, les ingrédients utilisés varient. Pour lutter contre les rides ou contre l'acné, des crèmes pouvaient être faites à base de lentilles écrasées, de miel, mais ils pouvaient aussi être faits à base d'ingrédients un peu moins glamour. Placenta d'animal, cornes de cerf pilées, excréments de souris ou de martin pêcheur, de bile ou encore d'urine animale. Oui, ça fait pas rêver. Le tout était ensuite émulsionné avec des huiles, du soufre, de la graisse d'oie ou du basilic. On ajoutait enfin des essences au parfum soutenu pour cacher les odeurs désagréables. Vous avez des taches de rousseur et vous souhaitez les faire disparaître ? Rien de plus simple. Utilisez une crème à base de cendres d'escargot. Niveau maquillage, la blancheur est de mise, car cela prouvait que les femmes n'avaient pas à travailler en extérieur dans les champs. On voit alors l'utilisation de craie ou encore de céruse mélangée à de la graisse animale ou des huiles pour peindre le visage en blanc. La céruse est un pigment à base de plomb, on connaît sa toxicité dès l'Antiquité, mais cela n'empêche pas les femmes de l'utiliser pour correspondre au canon de beauté. Pour ce qui est de la rougeur des joues, signe de bonne santé et de jeunesse, les Romaines utilisaient des pétales de pavot ou de rose, de l'ocre rouge, du cinabre, ou plus connu sous le nom de sulfure de mercure, pas terrible niveau toxicité, ou encore de la bouse de crocodile. Oui, la bouse de crocodile. Et pour utiliser ce dernier ingrédient, Pline l'Ancien indique alors, dans son histoire naturelle, que les femmes devaient se laver le visage avant et après utilisation avec de l'eau froide. On pouvait donc retrouver des produits cosmétiques lointains. Certains venaient de Germanie, de Gaule ou même de Chine. Ces produits étaient tellement chers que le Sénat romain a même essayé de les interdire par une loi, la Lex Oppia. Mais cette loi a eu comme conséquence la manifestation de nombreuses femmes dans les rues pour demander son abolition. Faisons un petit saut dans le temps et découvrons quelles atrocités étaient utilisées par les femmes au Moyen-Âge pour rester jeunes et belles. À cette époque, les recettes de beauté étaient des possessions précieuses. Leur partage se faisait à travers des ouvrages qui n'étaient alors accessibles qu'aux personnes éduquées et lettrées. La place de la femme n'est déjà pas folle au Moyen-Âge, avec l'Église qui rappelle que c'est à cause d'Ève que les hommes ont été chassés du paradis terrestre, et qui indique, comme l'explique Lucie Cognerec de Villiers, que la beauté de la femme était source de tous les maux,
et dont les attraits ne pouvaient que détourner les hommes de leurs devoirs religieux. Les pères de l'Église vont même jusqu'à glorifier les femmes laides et qui sont alors vertueuses et sages. Quel est le canon de beauté à cette période ? La jeune femme doit avoir un teint pâle, souvent comparé à la fleur de lys, blanche, avec quelques touches rosées sur les joues, signe de fraîcheur et de jeunesse, comme chez les Romains. Les yeux bleus étaient les plus appréciés, des cheveux blonds et longs et des seins menus. Parlons de seins menus. En Espagne, pour limiter la croissance de la poitrine chez les filles, on apposait des plaques de plomb au niveau des seins, et ce dès l'âge de 6 ans. On pouvait aussi utiliser du jus de ciguë tacheté mélangé à du vinaigre et des excréments de pigeons pour limiter la croissance de la poitrine. Pour ce qui est des cheveux, on retrouve des recettes de coloration à base de sulfure d'arsenic, de chaux vive, de décoction de lézard vert, de soufre, de cendre de hérisson ou de sang de chauve-souris. Je n'ose même pas imaginer l'état du cuir chevelu des demoiselles qui utilisaient les recettes à base de chaux, qui, je le rappelle, a pour propriété de détruire les matières organiques riches en eau, brûlant donc la peau de ceux qui l'utilisent. Au XIIe siècle, on observe l'apparition de la mode des larges et hauts fronts, comme on peut le voir dans le tableau de la Vierge allaitante de Jean Fouquet qui utilise les traits d'Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII. Pour arriver à ce front démesuré, les femmes se rasaient les cheveux ou utilisaient des mélanges à base de chaux qui étaient censés empêcher la repousse du cheveu. Si on quitte rapidement l'Europe et qu'on regarde ce qui se passe en Asie, et plus précisément en Chine, on peut voir l'apparition d'une mode qui dura plus de 800 ans, le bandage des pieds. Les femmes chinoises se bandaient les pieds afin qu'ils aient une forme de fleur de lotus ou une forme triangulaire. Le bandage était tellement serré que les os finissaient par se briser et les orteils restaient pliés sous le pied. La croissance des pieds était donc vraiment limitée et très douloureuse. Cette pratique fut continuée jusqu'au début du XXe siècle où il fut finalement interdit. Revenons en Europe et intéressons-nous à la Renaissance. Là encore, vous allez voir, ils ont été inventifs sur les recettes de beauté abominables. Dans un premier temps, on observe une baisse des soins hygiéniques, moins de bains en général, on utilise alors parfum et maquillage pour cacher les odeurs et les défauts. Mais comme le dit Sylvain Édouard dans son ouvrage Le corps d'une reine, histoire singulière d'Élisabeth de Valois, le corps était une expression de l'âme, mais aussi un état extérieur de son harmonie intérieure. Les maladies éruptives, les rougeurs de la peau ou encore la peau trop mate, tous les défauts de surface, en somme, pouvaient être le signe d'un désordre intérieur. Pour réguler ces rougeurs, rien de mieux que 2 saignées annuelles au printemps et à l'automne. Pour les recettes de beauté, on utilise alors des dérivés de plomb et d'arsenic, du vif-argent, ancien nom du mercure ou encore de l'ammoniac. L'arsenic, même s'il est utilisé depuis l'Antiquité pour traiter et freiner des maladies comme la syphilis, la tuberculose ou le paludisme, est un poison puissant qui rappelle les symptômes des intoxications alimentaires. Le mercure est toxique, quel que soit son dosage, et c'est un neurotoxique important. L'ammoniac, quant à lui, est une solution dangereuse qui provoque des brûlures. Vous l'aurez compris, rien de bien sain pour l'organisme qui les applique. Mais comment était-il utilisé ? Pour atténuer les cicatrices qu'Élisabeth de Valois avait obtenues suite à la petite vérole, elle aurait pu utiliser la recette suivante. Faire fondre ensemble de la graisse de pourceau, de la céruse ou carbonate de plomb, de l'eau de rose, du vin, de la porcelaine pilée et de la cire blanche pour obtenir un baume, à utiliser après s'être lavé le visage. Gabrielle d'Estrées, maîtresse et favorite du roi Henri IV, avait sa propre crème de beauté, dont voici la recette. Vider une hirondelle non plumée pour y mettre de la térébenthine de Venise, des fleurs de lys, des œufs frais, du miel, des perles broyées et du camphre. Placer le tout dans un chaudron et faire cuire. Écraser au mortier, ajouter un peu de musc et d'ambre gris. Mettre à distiller dans un alambic de verre, la liqueur obtenue rend la peau douce et ferme et d'un grand éclat. Dans les autres traitements étranges, je ne peux pas passer à côté de Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II, et son élixir de jeunesse composé d'or qu'elle consommait quotidiennement. Cet aurum potabile, ou or potable, est probablement à l'origine de sa mort, car des analyses scientifiques ont prouvé qu'elle avait alors 500 fois plus d'or dans l'organisme que la normale. Cette recette permettait à la maîtresse du roi de garder un teint pâle, mais entraînait aussi d'autres complications comme des problèmes osseux, une fragilité capillaire et surtout une perte de dents. Compliqué de rester la favorite sans dents. Que se passe-t-il niveau cosmétique dangereux au XVIIe siècle ? Là encore, on continue dans les horreurs. La mode du blond vénitien impose à celles qui désiraient cette couleur d'utiliser de l'urine sur leurs cheveux et de la laisser sécher au soleil.
Madame de Montespan, maîtresse de Louis XIV, souhaitait elle aussi garder la jeunesse éternelle et pour cela prenait diverses potions. Dans ses astuces de beauté ignobles, on retrouve le verre d'urine de mule le matin à jeun pour avoir un teint frais, ou encore un soin du visage à la bouse de vache pour lutter contre les rides. Au Japon, le teint blanc est lui aussi privilégié. Les femmes utilisaient alors de la céruse avec du blanc de plomb, mais utilisaient aussi du massiko ou monoxyde de plomb, utilisé aujourd'hui pour faire des insecticides, ou encore de l'oxyde de mercure, de quoi abîmer sa santé. Dirigeons-nous au XVIIIe siècle. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, était contre la céruse. Enfin quelqu'un de raisonnable. Bon, par contre, ses crèmes de jour avaient des compositions vraiment répugnantes. Voici la recette de son eau cosmétique de pigeon. Oui, vous avez bien compris. Prendre 2 pigeons, du pain blanc, des noyaux de pêche, quelques semences, des blancs d'œufs, du jus de citron. Faire macérer avec du lait de chèvre et de l'eau distillée dans lesquelles sont ajoutés du camphre, du borax, un minéral pouvant entraîner nausées, irritation cutanée et essoufflement, du sucre candi et de la lime brûlée. Le mélange est ensuite exposé au soleil pendant 3 jours et conservé à la cave pendant 15. Après avoir attendu tout ce temps, on peut filtrer le liquide et l'appliquer sur le visage. Et en Angleterre, que se passe-t-il ? Sous l'époque georgienne, on a la tendance des sourcils bien marqués. Pour cela, certaines femmes pouvaient utiliser des peaux de souris avec leurs poils qu'elles se collaient sur le visage. Le culte de la blancheur et l'utilisation de produits à base de plomb continuent ici encore, et cette utilisation pouvait entraîner de grosses douleurs abdominales, des comportements agressifs, des soucis de sommeil, la perte d'appétit, la perte de dents, une importante fatigue, de l'hypertension. Rien que ça. Il y avait même des accros au maquillage. Prenons l'exemple de Maria Gunning, comtesse de Coventry, qui était absolument addicte aux produits de beauté, à un point tel que son mari fut obligé de lui interdire leur utilisation. Laissez-moi vous présenter sa routine beauté. Elle utilisait alors du rouge à lèvres au mercure, pour son teint elle prenait de la céruse sur lequel elle ajoutait une couche de farine pour plus de blancheur, et pour les dents, elle utilisait un mélange à base d'acide sulfurique pour un sourire blancheur. Maria Gunning est morte à 27 ans d'un empoisonnement au plomb et au mercure. De quoi réfléchir à 2 fois avant d'utiliser ces produits. Vous vous dites que nous rapprochant de l'époque contemporaine, les cosmétiques abominables vont disparaître et vont laisser place à des routines saines. Eh bien pas du tout. Là encore, on retrouve des tendances vraiment étranges. Au XIXe siècle, chez les dandys anglais, la mode est au maladif. On veut un teint blafard, jaunâtre, même verdâtre, de grandes cernes qui pouvaient être accentuées pour avoir l'air vraiment malade. Pour avoir les yeux fiévreux, rien de plus simple que quelques gouttes d'arsenic, de lavement de jus de citron, ou encore en utilisant de la belladone qui dilatait les pupilles, donnant des yeux noirs, mais qui est aussi un poison violent. Pour ceux qui ne pouvaient pas trouver ces ingrédients, rien de plus simple que l'ingestion de grandes quantités de vinaigre de cidre, parce que, paraître en bonne santé, c'était alors trop bourgeois, et que la mode, c'était plutôt de ressembler aux aristocrates. Cette tendance reste quand même en place une 20aine d'années, et on la retrouve aussi en France après la Terreur. Si on regarde d'autres astuces de beauté suivies par les reines et impératrices, on retrouve par exemple Sissi. Elle pouvait alors utiliser des recettes tout à fait normales, comme un simple masque à la fraise, mais elle pouvait aussi utiliser une tranche de veau cru qu'elle gardait posée sur le visage toute la nuit comme remède anti-rides. Une autre recette de crème peu ragoûtante, la crème à la limace faite de limaces baveuses, de lard et de racines de guimauve dont la préparation durait à peu près 4 heures. On utilise aussi, dans de nombreuses crèmes de beauté, de l'arsenic pour ses actions contre les rides, contre l'acné et contre les taches de rousseur. Autre produit utilisé au XIXe siècle, et qui est vraiment pour le coup à la mode, le laudanum, ou dérivé d'opium, que l'on retrouvait chez tous les foyers victoriens d'Angleterre. Surnommé alors l'aspirine du XIXe siècle, on l'utilisait comme antidouleur, contre la toux, contre les rhumatismes, les règles douloureuses, mais on ne s'arrête pas là. Les nourrices donnaient du cordial de Godfrey, à base de laudanum, aux enfants et bébés qu'elles gardaient pour être tranquilles, et quand le cordial n'était plus efficace, quoi de mieux qu'y ajouter un peu de laudanum ou même un peu d'opium pur pour que son nourrisson redevienne aussi paisible que la mort. Super les nourrices. Bon, vous vous dites qu'on ne peut pas trouver pire après toute cette liste d'atrocités, et en fait si. Je vais terminer cet épisode en vous parlant de la marque Thoradia, entreprise pharmaceutique française qui a produit des crèmes, des dentifrices et des savons dans la première moitié du XXe siècle. Jusque-là, rien de bien anormal.
Mais si je vous dis que la particularité de cette marque était d'utiliser au départ du radium et du thorium découverts au début du XXe siècle par Pierre et Marie Curie dans chacun de leurs produits, c'est tout de suite un peu plus glauque. On pense alors que les petites doses de radium permettaient de stimuler les cellules vivantes et d'accroître leur énergie. Le radium connaît alors un fort engouement, on le retrouve dans tout et n'importe quoi, mais vraiment tout. Dans les cigarettes, dans les sodas atomiques, dans les sels de bain, dans le talc pour les bébés, dans le chocolat, pour faire des préservatifs phosphorescents et jusque dans le camembert. Thoradia propose alors à ses clientes des crèmes permettant la régularisation de la circulation superficielle du sang, de tonifier la peau, de faire disparaître la graisse et les rides. Que demander de plus à ce produit miracle? Son slogan, le radium au service de la beauté. Les crèmes, dentifrices, savons, rouges à lèvres de la marque Thoradia sont alors vendues partout en Europe et jusqu'en Égypte. On pouvait aussi lire sur les boîtes formule Dr Alfred Curie, même si aujourd'hui on doute de son existence, la marque jouant alors sur la tendance des Curie. Heureusement, dès 1937, on prend conscience de la dangerosité du radium et Thoradia fait alors disparaître toute allusion aux substances radioactives dans ses produits. La marque, quant à elle, disparaît définitivement en 1968. Alors oui, les femmes ont utilisé pas mal de produits répugnants, dangereux, toxiques et cancérigènes pour être belles au fil des siècles, entraînant pour certaines de vraies souffrances physiques et parfois psychologiques. Mais aujourd'hui, me demanderez-vous, même si de nos jours on teste de plus en plus les produits avant de les mettre sur le marché, que l'on interdit un grand nombre de composants, nous ne sommes probablement pas au courant de tous les produits néfastes pour notre santé, et nous l'apprendrons d'ici peut-être 20 ou 30 ans. Un peu de patience! Et nous aussi, on choquera nos petites filles quand on leur parlera de notre ancienne routine beauté. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur les tendances beauté dangereuses, toxiques et dégoûtantes à travers les siècles. Bien évidemment, n'utilisez pas ces produits et n'essayez pas ces recettes. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Agriculture Podcast, tout attaché, ou Facebook sur La Balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes.